Alors, autoriser l'accès. Alors, NVA 6X. Bonjour à tous. J'espère que vous NVA m'entendez bien. 6X3, ok. Pascal Gia, je suis le chef de service CIFRE à la NRT. Bienvenue à ce deuxième webinaire qui concerne le nouvel outil de gestion CIFRE. Petite règle d'usage, on est à plus de 250 inscrits. Donc, je vous demanderai de bien couper vos micros chacun et d'adresser vos questions au travers du chat. Laurent, je vais sur le PC d'Isabelle. Un peu plus tard en web. Merci de bien couper vos micros, on entend des gens parler et voilà. Merci à tous. Alors, trois parties dans ce webinaire. Tout d'abord, une introduction de Jean-Jacques Renaume, qui est le nouveau secrétaire général à l'NRT, qui va rappeler le contexte politique et le contexte technique de la mise en place de cette nouvelle plateforme. Ensuite, nous aurons quelques règles d'usage que je rappellerai. Et enfin, Max Castex, qui est notre chef de projet de notre prestataire Softeam, nous présentera, fera une démonstration en direct de l'outil, de manière à ce que vous soyez informés de comment l'outil fonctionne et comment il est opérationnel. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses que je mènerai en fonction des questions qui seront adressées sur le chat de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Jacques qui va nous présenter le contexte de cette nouvelle base. À toi, Jean-Jacques. Pardon, Pascal, je pense que ton micro est coupé. Non, le micro de Pascal n'était pas coupé, ça fonctionne bien. Voilà, donc bonjour mesdames et bonjour messieurs, je suis Jean-Jacques Renaume, effectivement, et je rejoins la NRT comme secrétaire général. Et juste pour débuter ce webinaire, il nous a semblé intéressant de recadrer un petit peu le contexte des CIFRE. Donc le dispositif CIFRE est opéré par la NRT depuis 41 ans maintenant, dès l'origine. Et il est opéré par la NRT sous délégation et avec un accompagnement proche du ministère de la Recherche. Voilà. Ce qui est important à savoir également, c'est que la loi de programmation à 5 ans a permis de voter une augmentation de 50% des nombres de CIFRE à mettre en place d'ici 2027. Donc pour arriver à plus de 2000 CIFRE par an dans ces années-là. Voilà. Donc c'est un dispositif pérenne et qui a vocation à se développer. Et pour nous, à NRT, l'importance du doctorat est très significative et il s'agit d'accompagner les entreprises pour mener à bien les innovations indispensables, tant en ce qui concerne la transition écologique que la transition numérique, mais de manière plus générale, la réindustrialisation en France. Voilà. Et l'ANRT ambitionne un grand plan pour le doctorat et milite en ce sens pour développer cet outil que vous gérez. Alors, très rapidement, puisqu'après ça va vous être présenté de manière très détaillée, la nouvelle plateforme a été voulue par l'État dans le cadre de la dématérialisation de la procédure. Les 3 points forts pour nous, c'est d'abord une plateforme interactive qui va du dépôt du dossier jusqu'à sa liquidation. Et donc, vous aurez accès aux informations de ce dossier en toute sa vie. Le deuxième point qui est important, c'est le remplacement de la facture qui était émise par l'entreprise bénéficiaire et qui est remplacée par une simple déclaration des périodes travaillées. Et sur la base de ces déclarations, qui seront ensuite validées en interne par la NRT, le règlement de la subvention, les règlements périodiques seront émis. Les montants restent versés trimestriellement donc, et seront calculés, tel que je viens de le dire, par la NRT sur la base du déclaratif. Bien évidemment, au total, par an et sur le total des 3 ans de la subvention, le montant versé sera identique. Voilà. De manière générale, les processus sont inchangés, mais c'est vraiment les modes opératoires qui sont dématérialisés pour apporter plus de visibilité et une capacité d'évolution pour s'adapter à ce qui va advenir dans le futur pour la NRT, aussi bien que pour les entreprises bénéficiaires. Voilà, je laisse Pascal reprendre la main et puis vous faire la démonstration de l'outil avec l'équipe. Merci.
Très bien, merci beaucoup Jean-Jacques. Donc, je rappelle deux moments de ce webinaire. D'abord, une présentation de l'outil qui va à peu près durer 45 minutes. Il faut, compte tenu du nombre de participants, parce qu'on attend plus de 250 personnes, compte tenu du nombre d'inscriptions très important. Donc, merci de bien couper vos micros et de ne pas poser de questions à l'oral parce que c'est absolument ingérable, mais de poser les questions dans le chat dans la conversation qui vous est destinée. Et à l'issue de la présentation, je reprendrai les différents points qui ont été abordés. Donc, juste un dernier rappel avant de laisser la parole à Max pour la démonstration. Donc, on va vous présenter une plateforme qui est interactive, qui permet le suivi du dossier depuis son dépôt jusqu'à sa liquidation. Ce qui est nouveau par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est que vous n'aviez pas cette interactivité avec la NRT. Vous allez l'avoir avec ce nouvel outil. Ensuite, la deuxième évolution importante, c'est que nous allons substituer la facture par une déclaration en ligne de la période travaillée et les montants de subventions auxquels vous avez droit seront calculés automatiquement par les NRT qui va nous affranchir de pas mal d'erreurs sur le calcul des montants au prorata d'une période travaillée lorsqu'il y a une suspension pendant le trimestre. Jean-Jacques l'a rappelé, le processus reste inchangé, la procédure est inchangée. En revanche, le mode opératoire est dématérialisé et ça va dans le sens d'une dématérialisation de l'ensemble des processus de subvention de l'État. Voilà, j'en ai terminé. Je passe la main à Max pour la démonstration live. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui? Oui. Ok. Je vais partager mon écran dans un premier temps. Ok. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Je vais mettre la barre en bas à gauche. Oui, on voit bien, il faut décaler Voilà. effectivement Ok. la barre en bas. Donc Merci. ici, je me suis connecté sur le site de la NRT, puisque c'est à partir du site effectivement que je peux accéder à la plateforme CIFRE, et donc la nouvelle plateforme. Je pense que vous avez vu ici le bandeau qui rappelle effectivement que la plateforme ne sera pas accessible à partir du 1er novembre jusqu'à la bascule du 21 novembre, qui est la bascule de la nouvelle plateforme e-Cities. Donc de la même manière que vous pouvez le faire aujourd'hui ou pour les nouveaux déposants, vous cliquez sur dépôt de dossier et puis vous avez la possibilité de vous connecter à la plateforme via ce lien où apparaît ceci. Aujourd'hui, donc cette interface disparaîtra pour présenter l'interface que vous voyez ici, où de la même manière qu'actuellement, je pourrais me connecter via un identifiant et un mot de passe. Pour les primo-déposants, j'aurai la possibilité de créer un login et un mot de passe personnel. Donc, si je le fais ici, pour la démonstration, alors pardon, excusez-moi. Ici, webinaire 2022, ici 10, 27 par exemple. OK. Je vais ressaisir mon identifiant sur la partie de droite. 2022, 10, 27. Je vais prendre le mot de passe. Donc, je vais choisir un mot de passe. Et de la même manière, je vais ressaisir mon mot de passe sur la partie de droite. Et puis ici, je vais désigner un email de contact. Donc, l'email de contact, ça peut être un email attaché à une personne physique, mais ça peut être également un email générique, puisque cet email a pour vocation de pouvoir échanger dans la messagerie interne avec la NRT, mais également de pouvoir récupérer le mot de passe. Alors, moi ici, pour les besoins
de la démonstration, j'ai créé un mot de passe. Donc ici, mail.com, si je ne me trompe pas. Et puis ici, alors, pardon, tout en minuscule par convention sur les mots de passe, sur les emails, pardon. OK. Et puis, je valide les informations. Ah, là, donc il y a un contrôle effectivement ici sur les informations saisies. Là, il manque le M, voilà. Voilà, tout à fait, oui, complètement. D'accord. Et là, il s'agit bien de la toute première connexion, hein, pour les gens qui n'ont Oui, jamais, complètement. qui n'ont pas de Alors, compte, hein. effectivement, ça c'est pour les primo-déposants. Pour ceux effectivement qui ont un compte, déjà un compte CIFRE, un espace CIFRE en tant que bénéficiaire parce que des dossiers sont existants aujourd'hui. Le login et le password seront communiqués par la suite puisque le compte bénéficiaire existe déjà, où il sera repris à partir des contacts administratifs. Si jamais, et si je me connecte sur cette adresse, OK, je reçois ici un email, donc à 11h11 exactement. Alors ici, l'email est présenté sur du texte brut, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas cliquer, mais si vous avez une messagerie Outlook, vous avez un texte sous format HTML et le lien pourra être, on va dire, vous pourrez cliquer sur le lien directement. Donc ici, moi je vais récupérer le lien, puisque c'est du texte brut. On me rappelle l'identifiant ici, webinaire 2022-1027. Auparavant, j'ai conservé mon mot de passe. Et puis, je vais me connecter en collant le lien sur le champ URL. On me donne l'information, votre compte a été activé. Poursuivre. Donc dans ces cas-là, je vais renseigner les éléments que j'ai donnés. Ici. Donc c'est bien les éléments que je retrouve ici, 2022-10-27 pour moi. 27. Et puis je vais mettre le mot de passe que j'ai renseigné précédemment. Oui. Je vais recommencer. Et j'accède à mon espace. Alors bien évidemment ici, je n'ai rien dans cet espace puisque je suis un primo-déposant. Donc je me déconnecte. Okay, et puis, si bien évidemment j'ai oublié mon mot de passe ou mon identifiant, je clique ici. Alors, je ne vais pas le faire ici. Et puis on me renvoie un mot de passe qui correspond en fait, qui correspond à l'adresse email que j'ai indiquée ici. Là, j'y retourne. Donc, cette fois-ci, je me connecte avec mes identifiants pour les besoins de la démonstration. Et je tombe effectivement sur cette page. Donc, je reconnais ici sur le bandeau de gauche différentes fonctionnalités, dont les 3 premiers menus sont relativement importants puisqu'ils correspondent à la saisie d'une nouvelle demande de CIFRE avec plusieurs options. Alors, nouvelle demande de CIFRE, il y a une saisie manuelle, la possibilité de dupliquer un dossier CIFRE déjà existant, et puis enfin, la possibilité d'importer un dossier CIFRE. Je vais vous montrer dans la présentation comment ça se passe. Je l'ai évoqué précédemment, il y a également la possibilité de pouvoir échanger via une messagerie interne
si je clique ici, auprès, avec la NRT, donc auprès des agents de la NRT. Et puis, ici, j'ai la gestion du porte-document qui peut être utile lorsque j'ai besoin de collecter des documents sur un dossier CIFRE pour pouvoir ensuite les communiquer auprès de la NRT. Je fais ici abandonner, on verra ça par la suite. Effectivement, dans le processus de saisie de la demande, il y a des documents à transmettre, on va le voir. Et puis, effectivement, dans le processus post-comité d'évaluation et suivi, post-CES, il y a également des documents à fournir, comme une attestation de master de 2e année ou des contrats de travail, etc. OK? Donc, si je veux saisir un dossier CIFRE aujourd'hui, je vais cliquer premièrement, première option, sur la nouvelle présentation. Donc là, ici, j'ai un rappel de la manière dont je dois saisir. Donc, le déroulement de la demande avant de commencer. Donc, j'ai un certain nombre d'avertissements sur la saisie que je vais réaliser. Et puis, j'ai ici le guide déposant et puis également les conditions d'octroi, de suivi, puisqu'effectivement le dispositif CIFRE est un dispositif réglementé. Donc, je commence. Ici, j'ai une première page qui me présente les critères d'éligibilité au dispositif CIFRE. Donc là aussi, ça fait partie des éléments réglementaires auxquels je dois répondre. Donc, les questions sont: le candidat est-il embauché par l'employeur depuis plus de 9 mois calendaires? Donc, en l'occurrence ici, non. Je vais faire en sorte que le dossier soit accepté. Le candidat est-il titulaire ou en cours d'obtention d'un diplôme de grade master? Oui. L'employeur appartient-il à un type de structure suivante? Oui. Le candidat est-il inscrit en thèse depuis plus de 9 mois? Non. Le laboratoire est-il implanté dans une université ou une école? Oui. Le laboratoire est-il rattaché à un organisme public de recherche? Oui. L'employeur est-il une structure implantée sur le territoire français? Oui. L'employeur a-t-il pour mission principale l'exercice d'une ou des activités suivantes? Non. Et pour la dernière question qui a été ajoutée, donc ne peut pas être diplômé d'un doctorat français ou son équivalent obtenu à l'étranger, ni avoir démarré une autre thèse. Donc ici, non, même si c'est posé sous forme d'affirmation. Je valide. Effectivement, donc je réponds aux critères d'éligibilité. Et puis, ce que je constate, c'est que j'ai un certain nombre d'onglets sur le dossier de candidature CIFRE en ligne. Premier onglet employeur, second onglet salarié doctorant, troisième onglet laboratoire, le contexte et puis l'ensemble des documents que je dois fournir au moment du dépôt du dossier. Sur les éléments qui sont demandés et relatifs à l'employeur. Donc, on me demande effectivement si j'ai l'appartenance à un groupe. On me demande également de pouvoir renseigner les éléments d'identité de l'établissement d'embauche. Donc, le type d'entreprise, la dénomination et puis le statut juridique. Il est à noter que certaines informations sont, on va dire, en texte libre, comme la dénomination, la raison sociale de l'entreprise. D'autres dénominations sont orientées via une liste déroulante. Est-ce que je suis dans le cadre d'une PME, ETI, une grande entreprise, etc. Les champs qui sont mentionnés d'un astérisque sont des champs obligatoires. Donc, si je ne les renseigne pas, je ne pourrai pas continuer la saisie et j'aurai une information qui me sera donnée sur l'interface. Établissement d'embauche, donc je peux, on va dire, réduire le champ de cette section. Les contacts,
Donc, je vais avoir le responsable scientifique du doctorant dans l'entreprise. OK. Donc là aussi, groupe établissement d'embauche, établissement d'exercice. L'interlocuteur administratif, donc on l'a évoqué précédemment, c'est auprès de cet interlocuteur et notamment de l'adresse email de l'interlocuteur administratif que seront basées la création des comptes existants dans la plateforme actuelle e-top qui existe aujourd'hui. Donc, au moment de la bascule, on prendra effectivement l'email de l'interlocuteur administratif pour pouvoir communiquer sur l'identifiant et le mot de passe. Sachant qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur administratif, et donc un seul compte associé à chaque entité juridique. L'interlocuteur chargé de la comptabilisation de la subvention, c'est le contact côté comptabilité des sociétés. L'interlocuteur chargé de l'enregistrement du paiement de la subvention, le cas échéant s'il y a un autre interlocuteur. Donc toujours la même manière, je remplis les éléments de la civilité, civilité, nom, prénom et fonction, l'adresse, le code postal, le signataire de la convention CIFRE communiquée par la NRT. Et puis ici, j'ai une case pour confirmer l'exactitude des informations saisies. Donc ça, c'est pour la partie d'identification de l'employeur. Donc établissement d'embauche, groupe, le cas échéant. Sur la partie salarié doctorant, de la même manière, j'ai des éléments d'identité sur le doctorant, donc nom, prénom, date de naissance, email personnel, des informations sur le diplôme et l'école ou l'université. Donc, est-ce que j'ai une mention obtenue sur le master? Est-ce l'existence d'un comité de thèse, le cas échéant, etc. Bien évidemment, des informations sur le directeur de l'école doctorale qui, on va dire, soutient le doctorant. Des éléments ensuite sur le troisième onglet sur le laboratoire. Donc ici, on parle de laboratoire principal parce que effectivement, je peux avoir des laboratoires secondaires que je retrouve ici. Hop, y a-t-il un laboratoire secondaire? Donc si je dis oui, on va m'ouvrir une autre section intitulée Autres laboratoires impliqués, dans lequel effectivement, je vais saisir la même nature d'informations que j'ai pu saisir sur le laboratoire principal. Ensuite, effectivement, je vais avoir des questions sur l'existence ou non de partenariats de collaboration relatifs au laboratoire. Quatrième onglet, ça correspond au contexte. Donc le contexte, je vais retrouver donc, le sujet de thèse, donc le titre du projet de thèse, le domaine scientifique, là encore, c'est une liste déroulante, puisque défini via le référentiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. De la même manière sur les disciplines scientifiques, je vais retrouver un certain nombre de disciplines scientifiques. Donc là, on va me poser des questions sur, on va dire, la demande du dépôt. Est-ce que c'est une première demande ou pas? Est-ce qu'il y a un programme labellisé? Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce type d'informations. Mais il est toujours utile de pouvoir le répéter ici. Des informations complémentaires sur la date de début de la CIFRE souhaitée, le statut du doctorant, est-ce qu'il est salarié ou a un autre type de statut, le type de contrat, donc ici on a listé les types de contrats existants. Ensuite, sur des questions sur le stage éventuel qu'aurait pu faire le doctorant. Une partie sur la recherche et développement,
pour savoir si effectivement l'entreprise a un département ou un service de recherche développement, on va dire internalisé, donc propre à l'entreprise. Le contrat de recherche, donc s'il existe d'autres types de contrats de recherche au sein de l'organisation, des aides et labels, etc. Donc ça, ce sont des informations sur les 4 onglets qui correspondent à des informations, on va dire, déclaratives. Même si, j'ai pu le voir sur la section employeur, j'avais une confirmation effectivement de l'exactitude des informations saisies. Sur le 5e et dernier onglet, j'ai une partie documentation où, effectivement, je vais devoir fournir auprès de la NRT un certain nombre de documents. Documentation concernant le candidat, donc le sujet de recherche, le CV du candidat, la lettre de motivation du candidat, les notes du master du candidat à ce moment-là, l'attestation du grade master. Ici, on constate que ce n'est pas une information obligatoire, mais facultative, puisqu'elle peut intervenir après le dépôt de la CIFRE. Des informations également sur l'entreprise, donc présentation de l'entreprise, la lettre d'engagement de l'entreprise, le CV de l'encadrant est un élément facultatif, même s'il est souhaité. Également des informations concernant le laboratoire, où là, effectivement, je vais avoir présentation de laboratoire, lettre d'engagement de l'école doctorale, et puis la lettre d'engagement du 2e laboratoire, le cas échéant. Si d'autres documents devaient être communiqués, dans ces cas-là, j'ai la possibilité de pouvoir ajouter ces documents dans autres documents, si ces documents ne sont pas définis dans les sections au-dessus. Donc, sur le laboratoire, sur l'entreprise, et puis sur le candidat. Donc, ça fait pas mal de documents à réunir. C'est la raison pour laquelle, dans l'outil, je reviens sur la page d'accueil, de présentation, ici, il y a ici la gestion du porte-document. Donc ici, j'ai mis, si je sélectionne ici par exemple, alors un document, je vais mettre autre document parce que c'est pas forcément, je vais mettre le CV du candidat par exemple. Je vais pouvoir effectivement récupérer un CV sur mon ordinateur. Ici, je vois le nom du document que j'ai joint sur la plateforme. Et puis, bien évidemment, pour que ça soit pris en compte, il faut que je valide. OK. Donc, effectivement, je vois bien mon document. Pour éviter de trop surcharger la plateforme, ici, on a une validité de la documentation. OK, donc aujourd'hui, on a mis peut-être 1 semaine en fait pour ne pas encombrer la plateforme de l'ensemble des documents qui pourraient être stockés par les déposants bénéficiaires. OK? Ce qui permet effectivement de collecter un certain nombre de documents et d'informations et de pouvoir ensuite les communiquer en bloc, si je puis dire, dans la demande qui aura été faite. Donc, la demande que je vous ai présentée, c'est en ayant cliqué pardon, sur nouvelle demande CIFRE. J'ai la possibilité de pouvoir m'exonérer du remplissage de certaines informations en dupliquant un dossier CIFRE. Donc ici, je clique sur dupliquer un dossier CIFRE. Je sélectionne un dossier, par exemple le 101, qui est en statut validé ici. De la même manière, je vais me retrouver face à la page des critères d'éligibilité, où je vais devoir remplir effectivement ce questionnaire en ligne. Alors c'est non, pardon.
Grandmaster, oui. Oui. Non. Oui. Alors, ici, oui, pardon. Est-il une structure implantée sur le territoire français? Oui. Ici, on avait dit non et non. OK. De toute manière, s'il y avait une erreur, effectivement, j'aurais un message comme quoi, effectivement, je ne réponds pas aux critères d'éligibilité. Alors, l'intérêt ici, c'est que un certain nombre d'éléments sont renseignés comme les éléments relatifs à l'employeur. Puisqu'effectivement, on s'imagine que je suis une société. Donc, tous les éléments relatifs à ma société sont des éléments constants. Par contre, ce qui va changer d'un dossier chiffre à un autre sont les éléments sur le doctorant, sur le laboratoire, et puis bien évidemment sur le contexte qui comprend le sujet de thèse, et puis un certain nombre d'informations sur l'école doctorale. Et bien évidemment, la partie document. Donc, sur la partie employeur, je vais reprendre, le système reprend l'ensemble des éléments du dossier entreprise 101, où effectivement, je vais avoir mon numéro de ciré, mon code NAF, mon adresse. Donc, tous les éléments vont être repris, ce qui m'exonère de pouvoir saisir un certain nombre d'éléments que j'ai déjà saisis ou que je devrais saisir pour l'ensemble des dossiers chiffres. Par contre, ce qui est particulier et propre à chacun des dossiers chiffres, cela correspond aux éléments du doctorant, aux éléments du laboratoire, du contexte, et puis les documents à fournir, bien évidemment. Donc, je retourne sur la page d'accueil. La troisième possibilité, c'est de pouvoir on va dire, renseigner ces éléments, non plus en ligne, mais sur un fichier Excel que j'aurais déjà présaisi. Alors, quel est l'intérêt entre finalement la duplication et puis cette importation via un fichier Excel? L'intérêt ici, c'est que je peux télécharger mon fichier, ici, et à partir du moment où c'est sous la forme d'un fichier informatique, je peux le partager, effectivement. Il peut y avoir des éléments qui peuvent être remplis par différentes parties prenantes à partir de ce fichier. Puis l'interlocuteur administratif pourra effectivement collecter la complétude des informations des différents onglets sur le fichier Excel qui reprend l'ensemble des sections que je retrouve en ligne et qui permettra ensuite de pouvoir charger sur la plateforme l'ensemble des informations qui auront été collectées auprès des différentes parties prenantes. C'est l'intérêt de pouvoir manipuler ici un fichier Excel que je peux charger sur la nouvelle plateforme. Donc ici, je vais le fermer, bon, peu importe, finalement. Juste reprendre la même par rapport à ici. Et puis, je vois que j'ai préparé un fichier ici. Donc, j'ai récupéré un fichier sur mon poste de travail. De la même manière, à partir du moment où j'ai sélectionné le fichier, celui-ci apparaît sur l'interface. OK. J'ai toujours la possibilité, effectivement, de le remplacer. Donc, je pourrais rechoisir un autre fichier, donc j'aurai la possibilité de le remplacer. Donc, ici, je peux en prendre un autre. Et effectivement, le nom change. Je vais prendre celui d'aujourd'hui. OK. Et puis, j'importe le fichier.
Et sur la page d'accueil, effectivement, je vais avoir en cours de saisie, donc ce dossier-là, qui est apparu et pour lequel je vais compléter la demande. Donc ici, le candidat est-il embauché? Donc bien évidemment, les critères d'éligibilité ne sont pas contenus dans le fichier Excel, puisque ce sont uniquement des informations déclaratives qui sont contenues dans le fichier Excel. De la même manière que pour les 2 précédentes options. Non, ici, oui, oui. Alors je vais un peu plus vite. Non. Oui. Oui, également ici. Oui, non. Et puis non. Donc ici, vous voyez que j'ai renseigné un certain nombre d'informations qui me permettent de pouvoir compléter mon dossier plus rapidement sur les éléments de l'employeur, qui peut être connu de l'interlocuteur administratif, les éléments du salarié doctorant par la société également elle-même, ou la société qui embauche le doctorant, les éléments du laboratoire, certains éléments ont été renseignés et d'autres doivent être complétés. Donc, par exemple, ici, le type de laboratoire, pardon, n'est pas dans le fichier Excel, donc effectivement, je dois le renseigner. Et d'autres éléments, lorsque je parcours l'onglet laboratoire, le contexte qui a pu être renseigné par exemple par le doctorant, donc sur bien évidemment le sujet de thèse, sur les informations complémentaires sur son statut, le contrat de recherche, le cas échéant, sur la société. Et il ne restera finalement qu'à compléter que les éléments, qu'à charger les documents, les différents documents concernant le candidat, concernant l'entreprise, le laboratoire et puis les autres documents. Donc ici, j'ai 3 menus dans lesquels je peux saisir ma demande. Soit effectivement, c'est une nouvelle demande, donc effectivement, ou une première demande, soit c'est une demande pour laquelle je peux m'appuyer sur un dossier déjà existant, ou soit finalement différentes parties prenantes peuvent remplir le fichier Excel et en tant qu'interlocuteur administratif, je peux importer ce fichier Excel sur la nouvelle plateforme. J'ai toujours la possibilité également de gérer mes documents sur la partie porte-documents, ici. OK. Donc lorsque j'ai saisi une demande, on va me demander de pouvoir la transmettre. Donc, à partir du moment où j'ai rempli l'ensemble des éléments qui me sont demandés, je vais avoir ici tout en vert ici. Donc effectivement, sur ce cas-là, j'ai pas renseigné beaucoup d'éléments. Donc une fois que j'ai renseigné tous les éléments, je vais pouvoir transmettre ma demande. Donc alors j'ai un bouton, alors peut-être que je vais essayer de le faire, hein. Avec un dossier quasiment pré-rempli. Je vais essayer de le faire avec, on va commencer ici. Alors je vais rapidement saisir les éléments. Je vérifie que les éléments obligatoires ont bien été renseignés.
Alors, j'essaie d'aller. Dans tous les cas, si je vais sauvegarder, donc il me manque a priori certains éléments, je verrai par la suite quand je vais valider. Alors, ici, alors, sujet. Donc, de la même manière que précédemment, chaque fois que je charge un document sur la plateforme eCities, j'ai le nom du document qui est affiché. Donc, lettre de motivation, je vais aller relativement assez vite là-dessus. Celui-là, je vais le laisser puisqu'effectivement, il n'est pas obligatoire. Concernant l'entreprise, je vais uniquement, alors ici, je vais un peu vite, présentation de laboratoire. La lettre d'engagement. Deuxième laboratoire, mais je vais mettre, si j'en ai une, mais normalement non. Donc je sauvegarde tout. Donc c'est passé en couleur verte. Ici, je pense avoir tout rempli, mais effectivement, il y a certains éléments que je n'ai pas dû remplir. Donc je vais valider quand même. J'appuie sur récapitulatif, et puis le système me dit effectivement type équipe est obligatoire et le titre est obligatoire. Donc je redescends ici. Donc le champ qui n'a pas été saisi est mis en évidence avec une barre rouge et puis une mention en rouge. Donc effectivement, je mets la première ligne. Je redescends ici. Peut-être que je suis allé un petit peu vite. Parce que je n'ai pas vu le titre. Ah, le laboratoire, pardon. Le type d'équipe. Alors, je vais moins vite. Pourtant, mon équipe. Ah oui, ici, pardon. Donc, laboratoire, co-encadrement, type d'équipe. Voilà, ok. Donc, je saisis, je ne l'ai pas vu. Et puis, je sauvegarde. Donc là, je vais voir que, en principe, tous mes onglets sont de couleur verte. Donc, ça veut dire que le dossier est complet au niveau du dépôt. Au niveau de l'employeur, effectivement, je dois valider ici l'exactitude des informations saisies. Ici, le consentement, donc j'ai été informé qu'aucune des données transmises ne doit avoir de caractère confidentiel, ok, et j'ai pris connaissance des conditions générales d'octroi. Donc les conditions générales d'octroi qui étaient présentées au début de la présentation. Donc
et ici, ce document, c'est l'ensemble des éléments que j'ai communiqués. OK. Donc, cette fois-ci, je peux cliquer sur transmettre le dossier. Donc, le dossier, je vais le retrouver ici. Date de création, le 27/10, donc c'est bien celui-ci. Et à partir de ce moment, j'ai le premier état qui apparaît sur le dossier qui va être instruit auprès de la NRT, va être l'état soumis. Donc, j'ai soumis mon dossier et celui-ci va être instruit par les agents de la NRT. Si, le cas échéant, certaines pièces complémentaires doivent être transmises, l'état va changer. C'est-à-dire que, côté ANRT, une action va être réalisée par un agent ANRT qui va me changer le statut de mon dossier pour que je puisse être alerté d'une modification du dossier. Donc, en attente de pièces complémentaires transmises. Au moment de l'expertise, donc l'expertise auprès du ministère Drari et puis l'expertise auprès d'un scientifique, je vais avoir une demande qui va être réalisée via le système et je vais être informé sur le fait que l'expertise est en cours, donc en cours d'expertise. Je rappelle qu'effectivement, il y a 2 types d'expertise, l'expertise du ministère et puis l'expertise scientifique. Une fois cette étape terminée, en attendant, alors je suis passé un petit peu vite, sur, les questions qui sont demandées. Il est demandé de pouvoir remplir un questionnaire, socio-économique. Ce questionnaire, je peux le télécharger ici. C'est un questionnaire transmis par le ministère que je dois effectivement communiquer. Alors je vais revenir sur l'interface. De la même manière, je le télécharge, je remplis le questionnaire et puis effectivement, je peux le charger ici et puis le transmettre en cliquant sur le bouton transmettre, tout simplement. Donc je reviens sur mes dossiers qui sont en instruction. Donc, il est prêt pour passer en comité d'évaluation et de suivi. Soit le dossier est ensuite, soit il est refusé, pour X raison, et puis soit il est accepté et affecté. Donc, alors affecté, pardon. Affecté, c'est l'étape après l'étape de soumission qui permet de savoir que mon dossier a été affecté auprès d'un agent ANRT. Ensuite, les autres étapes sont l'attente de questions, les pièces complémentaires transmises le cas échéant, et puis les étapes concernant l'expertise, en cours d'expertise, expertise terminée, pour finir sur l'étape prêt pour le CES, donc prêt pour la présentation dans le comité d'évaluation des suivis, avec le statut, soit il est refusé, soit il est validé. Si le dossier est validé, je vais passer mon dossier dans la section Mes dossiers en validation, où effectivement, je vais avoir la première étape, document, en attente de document pour la validation. Donc, le dossier est validé en comité et je dois renseigner, compléter mon dépôt par un certain nombre de documents, de validation, donc qui sont pas forcément les documents de l'instruction, évidemment. Donc, j'ai la convention signée, DUE, DPAE, le contrat de travail signé, le certificat d'inscription et puis le contrat de collaboration qui est ici. Donc, ce sont des documents complémentaires qui sont demandés à cette étape. Et puis, bien évidemment, la possibilité de pouvoir charger d'autres types
de document. Une fois que j'ai complété cette étape, donc que j'ai chargé ces documents, j'ai la possibilité de pouvoir transmettre ces documents et donc j'ai le statut qui va être modifié ici en document pour la validation transmis. Donc, une fois que j'ai chargé mes documents, le statut va être modifié ici. Autre point sur les échanges que l'on peut avoir via la messagerie interne. Donc ici, je prends ici. Je peux, donc je reçois les messages, je peux échanger effectivement avec l'agent NRT. Je ne peux pas envoyer de pièces jointes, mais par contre, je peux recevoir des pièces jointes. Donc ici, convention signée, par exemple. Voilà, donc par exemple, si je reçois la convention vierge et que je dois signer avant de pouvoir la remettre auprès de la NRT, donc je peux recevoir via la messagerie interne tout document venant de la NRT. En revanche, si je veux transmettre des documents auprès de la NRT, je dois communiquer ces documents par email via ma messagerie personnelle, non pas la messagerie interne de la nouvelle plateforme. Alors pourquoi cette décision? Tout simplement pour ne pas encombrer la messagerie interne de documents, tout simplement. Une fois que j'ai transmis l'ensemble des documents et que le dossier a été validé, il va pouvoir être transmis à la partie facturation, qui correspond à la partie où je vais débuter la saisie des déclarations, puisqu'effectivement, je n'ai plus de facture à transmettre auprès de la NRT, mais bien à réaliser des saisies de déclarations chaque trimestre. Et donc, admettons ici que sur mon dossier 2022-313, le dossier a été validé au niveau de la validation, et puis je peux à ce moment-là saisir les déclarations correspondant au cycle de vie de la cifre. Donc, ici, je vais avoir un échéancier. Donc, ma cifre a débuté en 2023 et je vais avoir toutes les échéances trimestrielles qui vont être présentées ici. Donc, sur l'année 2023, j'ai les 4 premières échéances qui correspondent aux 4 premiers trimestres et ainsi de suite pour l'année 2024 et 2025. Bien évidemment, si la cifre est à cheval sur 4 années, j'aurai la 4e année qui va évidemment s'afficher puisque ma cifre ne va pas forcément commencer au 1er janvier de l'année N, en l'occurrence ici 2023. J'ai la possibilité donc cette fois-ci d'éditer. Donc je retrouve le numéro de la cifre, donc le nom et le prénom du doctorant, la date de début de la cifre, la date de fin de cifre, le rang de la déclaration, j'insiste bien ici que c'est bien le rang de la déclaration, le trimestre concerné, okay. Et puis, ici, ouais, je l'ai déjà précisé, des questions concernant cette déclaration sur le salarié doctorant a-t-il été en arrêt supérieur à 30 jours. Je vais mettre le cas ici où c'est non, c'est typiquement normal. Donc, je vais cliquer sur le récapitulatif de la déclaration. Donc, j'ai 3 sections.
2 sections d'information et puis une 3e section de consentement. La première section, ça va me permettre, sous un format PDF, de pouvoir visualiser ma déclaration. Donc, le numéro de dossier, date de début de la cifre, et puis le trimestre, puis le montant perçu ou à percevoir, pardon, sur ce trimestre. De la même manière, je peux l'avoir en format XLS si j'ai besoin de consolider les données, si j'ai besoin de pouvoir travailler la donnée en dehors du système ICITIS. Là, j'ai perdu la main. Et puis, j'ai ici toujours la possibilité de pouvoir récupérer un certain nombre de documents qui ont été uploadés, qui ont été chargés dans le système. J'ai besoin de consentir effectivement l'engagement en cliquant sur cette box et puis de pouvoir transmettre le cas échéant. Donc, ici, je vais transmettre. OK. Je vais pouvoir visualiser mon échéancier. Ici, donc j'ai transmis, mais je ne l'ai pas encore validé. Donc j'ai bien transmis la période avril, mai, juin. Donc le montant à verser est bien de 3 500, mais il est en cours de validation, enfin d'instruction auprès de la comptabilité de la NRT. Et donc c'est à partir de ce moment-là que qu'une fois que, pardon, que le montant sera validé, donc à partir du moment où le montant sera validé, qu'il sera mis en paiement auprès de la NRT. Ici, le montant total de mon échéancier est de 3 461,11 puisqu'il ne reprend que la somme des montants qui ont été validés, qui a du sens. Si je saisis une déclaration avec une spécificité, comme une suspension, on va dire, de contrat, parce que finalement le salarié doctorant a été en arrêt. Donc, le salarié doctorant a-t-il un arrêt supérieur à 30 jours? Oui. Bon, ici, c'est un arrêt maladie, mais je peux avoir d'autres types de cas, ici, qui vont défiler, non, etc. etc. Donc, ici, je vais mettre oui. Donc, je suis sur la période de juillet à septembre, et je vais dire qu'il est en arrêt depuis 2 mois, donc supérieur à 30 jours. 1er juillet 2024. OK. CTRL-C ici. Je vais un peu plus vite. Et ici, j'ai août. OK. Je sauvegarde donc ma saisie. Donc j'ai bien 2 mois. Et si je regarde mon récapitulatif, je constate que le système, alors 2 mois, 1er juillet, 1er août 2024, m'a décoté. Ah pardon, 1er août, donc ça me fait un mois effectivement, pas 2 mois, autant pour moi, m'a décoté sur les 3 500 €, la partie qui correspond à la suspension du contrat de travail. Donc effectivement, là, je vais dire, je me suis trompé. Et finalement, je voulais bien saisir 2 mois, donc je vais revenir sur ma déclaration. Et ici, je vais mettre le 31 août. C'est plus facile ici, et c'est bien un tiers des 3 500 € que je suis amené à pouvoir recevoir, puisqu'effectivement, sur les 3 mois, la suspension du contrat de la convention CIFRE a été de 2 mois. Donc, le paiement que je peux percevoir en tant qu'entreprise est bien de 3 500 divisé par 3. Donc ici, je retrouve en fait ce montant-là.
ce qui est beaucoup plus facile. Et de la même manière, effectivement, j'ai la même chose. Je retrouve la même chose, effectivement, sur le fichier Excel qui me permet de consolider les données. Donc, je m'engage sur l'exactitude des informations transmises. Et puis, oui, je transmets. Donc, si je regarde l'échéancier, une nouvelle ligne s'est ajoutée, juin, août, septembre 2024, dans lequel je constate le montant qui a été calculé par le système, ce qui change de la facturation. Et puis ce montant va être contrôlé par un agent de la NRT, au niveau de la comptabilité de la NRT, pour ensuite être validé. S'il y avait bien évidemment des informations complémentaires sur cette déclaration qui a été faite en ligne, de la même manière, l'agent NRT pourrait échanger avec le bénéficiaire, le déposant, l'interlocuteur administratif, peu importe, sur ce point via la messagerie interne. Donc, voilà, la messagerie interne qui me permet effectivement d'échanger avec les agents de la NRT, que ce soit au niveau de la comptabilité, la validation et l'instruction. Je crois que j'ai terminé cette présentation. Je n'ai pas d'autres informations à échanger avec vous. Donc, bien évidemment, hein, une fois que les paiements sur les échéanciers ont été validés, ils vont être mis en paiement via la comptabilité. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à l'ancien système, c'est qu'il n'y a plus de rupture de chaîne entre la nouvelle plateforme ici ECTIS et la comptabilité de l'NRT, puisque à partir du moment où la déclaration a été validée, l'écriture comptable est créée dans la comptabilité automatiquement. Après, bien évidemment, validation, elle est créée automatiquement dans les livres de la NRT. Donc, ensuite, elle peut être mise en paiement aussitôt. C'est le point important concernant la facturation, où il n'y a plus de rupture de chaîne et de traitement de documents papier ou de facturation avec d'éventuels échanges qui doivent être réalisés parce qu'il peut y avoir d'éventuelles erreurs. Autre point à dire sur les éléments échangés, c'est de bien vérifier pour limiter les échanges, de bien vérifier la documentation qui est transmise auprès de la NRT. Voilà, moi j'en ai terminé sur cette présentation. Je vais redonner la main auprès de Pascal qui va pouvoir poursuivre le webinaire. Très bien, merci beaucoup Max pour cette présentation. Donc il y a un certain nombre de questions qui ont déjà été adressées sur le chat. Donc j'en ai relevé quelques-uns, les derniers que je vais pouvoir répondre. La nouvelle plateforme sera lancée le 21 novembre. Si vous êtes connecté sur le site de l'NRT, vous avez un message qui vous dit que jusqu'au 31 octobre, les factures seront prises en compte. Au-delà, non. Ensuite, jusqu'au 31 octobre, vous pouvez déposer un dossier sur le lien habituel de dépôt de dossier. À compter du 1er novembre, il faudra attendre la mise en place de la plateforme prévue au 21 novembre. Autre question sur la subvention. La subvention reste inchangée, elle est toujours de 14 000 € par an. On continue à les payer par trimestre. Donc, on a bien 3 500 € par trimestre. Ça ne n'est pas changé. Une question sur comment prendre en compte, enfin notifier une rupture de contrat. Peut-être Max, juste supprimer l'écran. Je vais juste départager l'écran. Voilà. Et je vais revenir sur
Voilà, sur ce point-là. Voilà. Et donc je disais, je parlais oui, donc je disais, excusez-moi, je reprends le fil. Pour les ruptures de contrat, c'est notifié dans les raisons qui justifient le fait que le doctorant n'a pas été à l'effectif pendant l'intégralité du trimestre. Il y a une rubrique qui est rupture de contrat anticipée, et là, vous pouvez renseigner la date à laquelle le contrat prend fin. On me demande si l'enregistrement dans son intégralité sera disponible. La réponse est oui. Vous avez d'ores et déjà l'enregistrement du webinaire précédent qui a eu lieu le 18 octobre. Vous l'avez en ligne sur le site de l'ANRT. Cet enregistrement, celui d'aujourd'hui, sera récupéré, retravaillé pour qu'il soit en haute définition. Et il sera également mis en ligne, il nous faut à peu près 48 heures pour faire le traitement de la vidéo. On nous interroge sur la validation. Alors, lorsque votre dossier passe en commission, vous recevrez par mail la lettre d'acceptation et la convention. Elle sera aussi téléchargeable depuis votre espace et vous verrez que votre dossier passe de l'état instruction à l'état validation. C'est ce qu'a montré Max pendant la démonstration. Vous avez le changement de statut du dossier qui passe d'une rubrique à l'autre. Même chose lorsque le dossier est validé, donc lorsque nous avons échangé, lorsque vous nous avez téléchargé à la fois la convention signée par votre organisation RH et le contrat de travail et l'autorisation de travail pour les étudiants étrangers et la déclaration préalable à l'embauche. Une fois que vous avez téléchargé dans l'outil, dans la partie validation, tous ces documents, les deux personnes en charge de la validation vont procéder à l'analyse de vos documents et vous notifier si la convention est validée et vous recevrez également par mail, mais aussi dans l'espace qui vous est dédié, la convention signée de la NRT. Et votre dossier passera dans l'état facturation. On a conservé jusqu'à présent ce statut facturation, bien que vous l'ayez compris, nous n'avons plus de facture au sens comptable du terme, mais une déclaration en ligne de la période travaillée. Pour l'instant, on est toujours axé sur cette étape dite de facturation, mais vous l'avez bien compris, nous n'avons plus de facture au sens comptable du terme. Le document qui vous est confirmé, une fois que nous avons pris acte de la période travaillée et que nous avons bien les documents qui nous permettent de procéder au virement, je vous rappelle, les documents à la date anniversaire de la CIF sont le certificat d'inscription en thèse de l'année qui arrive, les autorisations de travail pour les étudiants hors communauté européenne, le cas échéant, pour les passeports talents, 3 ans, ce n'est pas nécessaire, mais d'autres doctorants sont soumis à des autorisations annuelles, donc renouvellement annuel, et le rapport d'activité première année et le questionnaire d'évaluation finale pour ce qui est de la 3e année. À partir du moment où on a tous ces documents valides, on peut procéder au virement, et le process de virement est strictement le même qu'aujourd'hui. Ce qui diffère pour nous, pour la NRT, c'est qu'on a un versement automatique des montants. Aujourd'hui renseigné à partir des trimestres validés. Le montant de chaque subvention pour chaque CIF est automatiquement versé dans notre outil de gestion pour procéder ensuite au paiement. En termes de rapprochement comptable, puisque vous l'avez compris, nous n'allons plus nous appuyer sur la facture, mais sur cette déclaration trimestrielle. Au moment de l'envoi de l'avis de paiement, vous allez avoir sur chaque phase de chaque paiement, vous n'aurez plus le numéro de facture, parce que nous n'avons plus de facture, mais vous aurez un document qui correspond au nom du document de déclaration validé en ligne, où vous allez retrouver le numéro de la CIF, le nom du doctorant, le nom de l'entreprise ou le compte fournisseur et le trimestre concerné. Vous avez tous les éléments pour pouvoir rapprocher en interne le montant qui vous a été versé d'un dossier géré chez vous. Alors, on me pose la question, si nous n'avions pas de compte, est-ce que nous allons créer notre compte, retrouver nos contrats en cours? Alors, plusieurs choses. Personne n'a un compte aujourd'hui, puisque la plateforme, pour l'instant, n'est accessible à aucun bénéficiaire. Donc, évidemment, nous allons vous envoyer, pour tous ceux qui ont une CIF ou des CIF
actuellement en facturation ou en validation ou en instruction. Donc, tous les dossiers, quel que soit leur état. L'instruction au 31 octobre au soir. Donc, je vous encourage à nous envoyer, à déposer en ligne avant le 31 octobre si vous voulez que vos dossiers soient pris en compte dans la nouvelle plateforme et que vous n'ayez pas à recharger les dossiers en dépôt dans la nouvelle plateforme à compter du 21 novembre. Donc, tous les dossiers que nous aurons au 31 octobre au soir, soit en instruction, soit en validation, soit en facturation, seront intégralement repris dans la plateforme à l'étape courante de chacun des dossiers. Lorsque vous avez donc des dossiers en cours chez nous, vous allez recevoir un code d'accès, un identifiant et un code d'accès. Et au moment de la première connexion, avec évidemment le lien, l'URL sur lequel vous allez pouvoir vous connecter, par parenthèse, cette URL va se substituer à l'URL actuellement de dépôt des dossiers que vous avez sur l'interface de la NRT. Quand vous allez dépôt en ligne d'un dossier, vous avez une URL, vous avez un lien. Ce lien va être substitué par le nouveau lien de connexion à la nouvelle plateforme. Donc, vous allez recevoir un mail juste au moment de la mise en ligne de la plateforme, c'est-à-dire autour du 21 novembre, et vous allez avoir votre identifiant et votre mot de passe. Et c'est ce qu'a démontré Max au début de la démonstration. Vous allez vous connecter pour la première fois. Donc, on va vous demander l'identifiant, le mot de passe. On va vous proposer de changer le mot de passe, parce que nous, on va générer des mots de passe de manière automatique. Et comme dans n'importe quelle connexion, à la première connexion, vous pouvez changer le mot de passe de manière à pouvoir vous connecter. Ensuite, vous conservez vos identifiants, vos mots de passe, et vous n'avez pas besoin, vous pouvez les mémoriser dans votre espace, comme n'importe quelle connexion sur un site public. Ces mots de passe peuvent être enregistrés, et donc, évidemment, on n'est pas à saisir à chaque fois le mot de passe et l'identifiant. Alors, on me demande... est-ce qu'il y a une communication aux doctorants? Alors, il n'y a pas de communication qui va être faite aux doctorants, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre interlocuteur administratif est censé être le contact administratif. Alors, on a assoupli la procédure en acceptant que les doctorants nous envoient par mail, puisque tous les documents sont aujourd'hui versés par mail. Ça, il faut mettre fin à cette pratique. Donc, aujourd'hui, les doctorants devront renseigner le contact administratif. C'est une fois par an, hein, ce n'est pas tous les mois, mais au moment de la réinscription en thèse, le doctorant renseigne le contact administratif qui sera en charge d'aller verser le certificat d'inscription dans l'outil. On a cette volonté, c'est le prix à payer d'avoir un outil en ligne interactif, eh bien, c'est que tous les documents soient centralisés autour de l'espace dédié de chaque dossier. Donc, pour répondre à la question, pas de communication ciblée des doctorants, mais une communication qui a été faite d'ores et déjà à l'ensemble des bénéficiaires. Est-ce que l'interlocuteur administratif pourra bénéficier de son propre compte personnel? La réponse est oui, ça j'ai déjà répondu. Est-ce qu'on peut changer de contact administratif a posteriori? Oui, bien sûr, on prendra en compte les changements de contact administratif, mais ça mettra fin aux connexions du précédent contact administratif. Alors, pour trouver son identifiant, il vous sera envoyé pour ceux qui ont déjà des dossiers en cours de traitement par la NRT. Pour les primo-déposants, mais je pense qu'il n'y a personne qui est primo-déposant puisque ce webinaire n'est pas public, il est destiné à ceux qui ont déjà un compte actuellement en cours de la NRT. Donc, je ne pense qu'il n'y a aucun primo-déposant dans l'auditoire aujourd'hui du webinaire. Il n'empêche que pour ceux qui se connecteraient pour la première fois, eh bien, il faudra créer un identifiant et créer un compte et un mot de passe. Alors, on me dit, je n'ai pas de compte. Oui, vous n'avez pas de compte aujourd'hui parce que il n'existe pas, vous avez un seul compte qui est un compte déposant, mais vous n'avez pas de compte qui vous permet aujourd'hui de suivre les dossiers en facturation ou en validation. Parce que c'est toute la nouveauté de cette plateforme, c'est de pouvoir suivre vos dossiers aux différentes étapes de son parcours. Alors, des rappels à chaque trimestre, alors il n'y aura pas de rappel. En revanche, les protocoles l'ouverture de saisie en ligne des trimestres arriveront juste au moment de l'échéance du trimestre, donc au premier jour du mois qui suit le trimestre échu. Nous mettrons en place des relances lorsque nous aurons identifié des dossiers pour lesquels il n'y aurait pas
de déclaration en ligne, un oubli de déclaration en ligne, ben, il y aura comme aujourd'hui, des rappels. Vous avez aujourd'hui des rappels lorsque vous n'avez pas envoyé la convention, lorsque vous n'avez pas envoyé la facture, lorsqu'il vous manque des documents pour pouvoir valider. Je le rappelle, la procédure est inchangée. Ce qui change, c'est cette interactivité entre vous et nous. Je l'ai dit, en cas de rupture de contrat, ça fait partie dans la liste de menus déroulants des raisons qui attestent d'un trimestre non complet. Il y a un des champs qui est rupture de contrat, qui est à renseigner au moment de la déclaration en ligne quand cela arrive. On me parle d'un raison de refus d'un dossier. Alors, c'est une question de Safran. Alors, Safran est une entreprise qui bénéficie d'un agrément d'exemption d'expertise scientifique. Les critères sont décrits dans les conditions d'octroi, donc je peux encourager chacun à vous référer aux conditions d'octroi. Il n'y a pas de refus d'un dossier pour des entreprises sous agrément. En revanche, si on considère qu'un dossier ne répond pas aux critères de l'agrément, des échanges sont mis en place avec l'entreprise pour comprendre les raisons et potentiellement corriger les raisons. Alors, on me dit, il n'y a plus de mails séparés. Il est évident que les mails ne seront plus coupés. Donc, pour tout échange, si d'aventure vous avez besoin d'échanger de manière spécifique sur un dossier, vous avez la messagerie en interne qui vous permet d'échanger avec la MRT. Mais évidemment, vous pourrez toujours continuer à échanger par mail. On ne va pas interdire les mails. Ce qu'on souhaite, c'est de limiter au maximum les échanges par mail en proposant des espaces de déclaration et des espaces de dépôt de documents en ligne, de manière à ce que nous ayons une centralisation des échanges avec une entreprise, de manière à ce qu'on ait à l'intérieur de la plateforme, tous les documents qui se réfèrent à cette plateforme. Aujourd'hui, tous les documents que vous nous envoyez par mail ne sont pas téléchargés dans l'outil actuellement, ils sont conservés dans un réseau, mais ils ne sont pas versés dans l'outil à partir de la mise en place de la nouvelle plateforme et pour tous les dossiers à venir et la gestion des dossiers en cours, mais à partir du 21 novembre, il sera demandé à ce que les pièces justificatives soient envoyées non plus par mail, mais téléchargées dans l'outil. Peut-on décaler les trimestres? Alors, on ne peut évidemment pas déclarer les trimestres, au même titre que nous avions des factures soumises à des trimestres calendaires. Il n'est pas possible de déclarer des trimestres à cheval des périodes sur 2 trimestres, à cheval sur 2 trimestres. Parce que d'abord, nous avons une restitution au ministère des dépenses et des engagements de substitution à l'échelle du trimestre calendaire. Donc, il n'est absolument pas question de commencer à la carte, d'avoir des déclarations qui seraient de jour à jour au bon gré de chacun. Ça devient absolument ingérable en termes de restitution au ministère. Je vous rappelle, on est soumis à la convention de mandat. Et la convention de mandat impose à ce qu'à chaque trimestre échu, nous ayons une restitution des dépenses, des paiements, des retenues d'exécution, c'est-à-dire tous les paiements qui n'ont pu être effectués pour les raisons liées à des documents manquants, ce qu'on appelle les retenues d'exécution. Tous les montants sont, à l'échelle de chaque chiffre, sont documentés au ministère et nous documentons également le futur paiement pour le trimestre à venir qui concerne le trimestre juste échu, et on doit aussi restituer au ministère les engagements prospectifs de dépenses de subventions à l'échelle du trimestre à venir, qui est un décaissement comptable du trimestre à venir qui correspond bien évidemment au trimestre précédent. Alors, on me dit, si le doctorant est toujours dans les effectifs en congé payé, cela est la même chose qu'un arrêt maladie et pour le moins son salaire est maintenu. Alors, pourquoi une décote? Il n'y a pas de décote. Alors, en tout cas, il y a une décote si, encore une fois, mais ça, c'est les conditions d'octroi qui ont été actées et vous endossez l'acceptation des conditions d'octroi lorsque vous vous engagez dans une cifre. Ce qui était convenu, c'est que la subvention était suspendue lorsque les travaux sont suspendus. Puisque, pour rappel, la subvention CIF est un accompagnement
au titre de la formation doctorale. Ce n'est pas un complément de salaire. Légalement, juridiquement, ce n'est pas directement associé au salaire. C'est une compensation à l'accompagnement à la formation doctorale que vous dispensez auprès du doctorant. Donc, ça veut dire que si les travaux sont suspendus, mais pour des raisons qui ne sont pas des congés, les congés sont dus à l'employeur, sont dus à l'employé, pardon. Donc, les congés ne rentrent pas en ligne de compte dans un arrêt de paiement de la subvention. En revanche, c'est pour toute autre raison qui sont un arrêt maladie, un congé paternité ou un congé maternité, ou tout autre type d'arrêt, mais il n'y en a pas tant que ça, notamment les ruptures de contrat, de fin de contrat. Ces périodes-là font l'objet d'une suspension de la subvention. Tout ça, c'est bien notifié dans les conditions d'octroi. Donc, je vous encourage à bien de nouveau les parcourir et en prendre compte. On nous demande, la CIF vient d'être acceptée, doit-on saisir les données dès maintenant? Je vous rappelle que si la CIF a été acceptée, notamment au dernier comité, je vais notamment faire référence aux 2 derniers comités, le comité du 27 septembre et le comité d'hier du 26 octobre, eh bien, pour ces deux comités, en tout cas même plus majoritairement le dernier, celui du mois d'octobre, nous allons vous envoyer les conventions comme nous l'avons toujours fait et vous pourrez déclarer télécharger les conventions signées et télécharger tous les documents qui vont nous permettre de valider la convention à compter du 21 novembre. Vous ne pouvez pas les envoyer et les télécharger en amont puisque la base ne sera pas effective avant le 21 novembre. Donc, il y a effectivement une petite carence de traitement. Il y a un gel du traitement, mais ce gel il nous est nécessaire pour pouvoir rapatrier dans l'outil les quelques 6000 dossiers actuellement que nous avons en cours de traitement et nous rapatrions également l'intégralité des dossiers depuis la création des chiffres qui sont en archivage. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un gel des mouvements pendant les 3 semaines de novembre. Transmettre les rapports de notre doctorant via votre plateforme. Alors oui, les rapports d'activité sont téléchargeables dans la plateforme. Prolongation d'une cifre. Alors, il y a eu des prolongations de cifres accordées par la ministre en juin 2020. C'était au titre du Covid. Les demandes de prolongation sont closes depuis très longtemps, depuis décembre 2020. Il n'y a pas eu de dérogation à ce qu'on ait une prolongation au titre du Covid au-delà d'une demande, au-delà du 31 décembre 2020. Donc, je dirais pas de prolongation. Les prolongations qui vous ont été accordées sont bien évidemment prises en compte dans le nouvel outil, puisque les prolongations qui vous ont été accordées au titre du Covid font que la date de fin est d'autant plus prorogée de la date de fin de contrat, avenant au contrat de travail et avenant au contrat de collaboration. Donc tout ça est bien aligné. Nous prenons acte de la nouvelle date de fin de la cifre, donc la date prolongée. Et donc tous ces éléments sont bien pris en compte dans le nouvel outil. L'autre cas de prolongation d'une cifre, le seul d'ailleurs à ma connaissance, c'est dans le cas d'une déclaration d'handicap avéré et qui est justifiée. Dans ce cas-là, vous savez que la cifre peut être prolongée d'1 an, qui porte la totalité de la cifre à 48 mois, mais on a besoin de la déclaration officielle du statut handicap pour pouvoir l'acter et prendre en compte une prolongation de la durée de la cifre, mais c'est le seul cas qui soit aujourd'hui possible. On m'a demandé le webinaire, la vidéo du webinaire du 18 octobre. On vous a envoyé, vous avez dans le chat le lien qui est en lien sur le site de l'ANRT. Il est rappelé ici dans le chat. Alors, on m'interroge sur la gestion des factures. Alors, je rappelle, ça a été rappelé il y a plusieurs semaines, c'est rappelé également sur le site de l'ANRT. La plateforme de dépôt est disponible, enfin est accessible aujourd'hui dans l'outil actuel jusqu'au 31 octobre. Donc, je parle des dépôts.
Il vous a été aussi notifié par mail que vous aviez jusqu'au 31 octobre pour nous envoyer par mail les factures qui correspondent au trimestre passé, évidemment, pas la facture du trimestre en cours, hein. On raisonne toujours à trimestre échu. Donc les trimestres du troisième trimestre 2022 et tous les trimestres antérieurs qui peuvent être en attente de facturation peuvent nous être envoyés jusqu'au 31 octobre. Ces factures seront prises en compte dans le nouvel outil, dans des déclarations dont nous prendrons la charge. En revanche, tout ce qui nous parviendrait après le 31 octobre au soir ne seront pas prises en compte et vous serez amené à aller dans l'outil au moment où il sera mis en service. Donc aujourd'hui, cette mise en service est prévue le 21 novembre. Vous serez amené à devoir aller dans chaque chiffre, dans la période déclarée qui n'a pas été déclarée et qui est en attente de déclaration. Toutes les factures qui ne sont pas aujourd'hui validées dans l'outil, tous les trimestres qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation aujourd'hui parce qu'il manque des documents, parce qu'il manque la facture, parce que la facture a été erronée, tous ces trimestres devront être renseignés dans l'outil par la démarche qui vous a été présentée. Qui télécharge les documents? Je l'ai dit, je le répète, il y a un accès pour un document, pour une chiffre donnée. L'accès est aujourd'hui donné au contact administratif dont nous disposons dans la gestion actuelle de l'outil, dans la base actuelle. Donc, ce n'est pas le doctorant qui pourra télécharger les documents. Bien évidemment, mais je ne suis pas censé vous le dire, mais si vous confiez vos identifiants à quiconque et le mot de passe, évidemment, la personne peut se connecter, mais je n'encourage pas cette manière de faire parce que c'est donner accès à des documents dont vous avez la charge, vous, contact administratif, référent de la CIF. Donc, vraiment, je n'encourage pas à ce que les mots de passe et les identifiants circulent au sein d'une entreprise. Il y a un travail, effectivement, je le reconnais, il y a un travail peut-être différent à mettre en place au sein d'une entreprise, qui est de collecter des données, de les rassembler et de les télécharger dans l'espace. Et encore une fois, c'est nécessaire à ce que vous ayez cette interface d'échange avec l'outil, le nouvel outil. Les arrêts maladie inférieurs à 30 jours, non, ne sont pas déclarés. On garde la même règle qui est qu'on ne déclare que des arrêts supérieurs ou égaux à 1 mois. On arrive à la fin de ce webinaire. On nous demande si on peut déposer les documents, particuliers, les certificats, les rapports d'activité. Oui, la réponse est oui, je l'ai déjà dit. Les dossiers qui sont en cours d'instruction. Alors, les dossiers en cours d'instruction sont récupérés dans l'outil. Donc, si vous avez un dossier qui a été déposé avant le 31 octobre, qui va être déclaré dans l'étape ou dans la tuile instruction, vous retrouverez ce dossier dans l'étape instruction avec soit des demandes de complément, si d'aventure le dossier n'est pas complet, soit on vous demandera pour les primo-accédants de renseigner le fameux questionnaire d'évaluation socio-économique. Pour ceux qui ont déposé une chiffre récemment pour la première fois et qui sont en ligne aujourd'hui, vous voyez de quoi je parle. Ce dont je parle, c'est un document qui est traité par les DRARI, qui sont les directions régionales à la recherche et à l'innovation, et qui ont pour vocation d'expertiser votre demande de chiffre au niveau socio-économique. Donc, ce questionnaire vous sera notifié, vous devrez le remplir et le poster dans votre espace dédié. Il sera ensuite transmis directement à la DRARI qui en tiendra compte pour évaluer votre capacité à bien mener la chiffre, soit au niveau financier, soit au niveau encadrement. Ce doctorant ne soutient pas sa thèse, que se passe-t-il? Alors, c'est une question qui dépasse l'outil dont on parle aujourd'hui. C'est une question de procédure. Il faut savoir que si le doctorant d'aventure ne soutient pas sa thèse, les sommes qui vous ont été versées ne sont pas à restituer à l'État. C'est un pari que fait l'État sur chaque dossier qu'il accepte de financer. Si le doctorant, pour X raison, ne soutient pas sa thèse, les sommes dues ne sont pas à restituer à l'ENRT. On nous demande, est-il possible de changer le responsable scientifique, le co-directeur de thèse?
côté entreprise ou côté laboratoire. Oui, bien sûr, on tiendra compte de tout ce qui est, de tous les mouvements qu'il y a sur l'encadrement de la cifre. Une petite nuance, on a pris la décision de réémettre la convention dans son intégralité plutôt que de passer par des avenants. C'est beaucoup plus simple à gérer, c'est juridiquement tout aussi recevable. Donc, lorsqu'il y a un changement de candidat, un changement de directeur de thèse ou changement de laboratoire, nous avons aujourd'hui un avenant à la convention de mandat, à la convention au site, pardon. À l'avenir, il y aura une réédition de la convention avec une incrémentation du numéro d'édition de la convention. Mais ça ne change pas grand-chose, c'est juste un petit élément de process, de document à valider. Ensuite, la déclaration de l'arrêt maladie inférieure à 30 jours, ça je l'ai dit. Responsable de changement scientifique, c'est bon. Plusieurs contacts administratifs pour une même entité juridique. La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, dans une même entité juridique, vous pouvez avoir plusieurs contacts administratifs qui gèrent un périmètre de chiffres donnés. Quand nous allons vous adresser les identifiants et les mots de passe, cet identifiant et ce mot de passe sera référencé sur un contact administratif dans un périmètre donné qui peut être dans un groupe, à l'échelle d'un groupe. Donc ça va être soit à l'échelle d'une structure, à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une entité locale. Tout dépend. Nous, on ne s'intéresse qu'au contact administratif. Et on rattachera évidemment toutes les chiffres en gestion qui sont aujourd'hui référencés à un même contact administratif. Quand le candidat se désiste le site, il a refaire entièrement avec les mêmes délais de réponse de la NRT. Alors, lorsqu'il y a un désistement de candidat, on le traitera dans un petit process annexe qui correspondra à une mise à jour des documents en base. Mais oui, bien sûr, quand il y a un changement de candidat, il nous faut les mêmes documents qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la lettre de l'entreprise, la lettre de l'école doctorale, la lettre du laboratoire, le CV du candidat et les notes obtenues du candidat. On procédera de la même manière à la validation du changement de candidat. Voilà, je pense qu'on a couvert la plupart des points. On essaiera, on fera en sorte de répondre à des questions qui n'ont pas pu être adressées, mais on fera en sorte de vous les adresser, parce qu'on va mémoriser ce chat et on essaiera dans la mesure du possible de pouvoir vous répondre. Voilà, je suis obligé d'arrêter ce webinaire. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, l'intégralité de ce webinaire sera récupérable sur le site de la NRT. On a vraiment besoin de 48 heures pour traiter en mode haute définition. Donc, il ne sera probablement pas disponible là pour demain soir et vous prierez de vous en excuser. Mais je pense que courant de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver ce webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'intégralité du webinaire du 18 octobre. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci à tous.